Nous enregistrons cet entretien avec le soutien de la Maison française d'Oxford, d'Ambascience, de l'Institut français du Royaume-Uni et avec l'amical soutien de l'Académie Goncourt et de l'Association universitaire de la francophonie. Bonjour Sandrine Colette et bienvenue virtuellement à Oxford. Bonjour, merci. Alors, nous sommes ravis de vous recevoir au Royaume-Uni par petit écran interposé. Et nous allons parler aujourd'hui de votre magnifique roman Madeleine avant l'aube. Alors, ce roman, les auditeurs et les spectateurs, hein, ceux qui nous écoutent et nous voient, l'ont lu et je sais, l'ont lu avec beaucoup de plaisir, euh, d'après les retours que j'en ai déjà. Et je voudrais qu'on commence par parler un petit peu de ce qu'on pourrait appeler l'atmosphère ou le climat de ce roman. C'est un roman qui, a bien des égards, a une ambiance un peu de conte de fées. Est-ce que vous pouvez en dire Mhm. quelque chose? Bah, ça me fait plaisir que vous disiez ça surtout parce que c'est exactement l'objectif et mon univers. Je dirais le conte sans les faits, à peu près. Alors, c'est un conte sans les faits, et c'est un conte sans les faits dans lequel vous jouez parfois avec les codes du conte de fées. On voit ça, par exemple, avec Aélis et Ambre, avec ces deux sœurs qui se ressemblent et qui ne se ressemblent pas. Vous jouez avec des attentes du lecteur, parfois pour accomplir ce qu'on attend, et parfois au contraire, je pense, pour nous dire, eh bien non, ça ne va pas se passer comme ça. Oui, mais je pense sur le conte, c'est greffé quand même enfin, quelque chose, un schéma plus moderne. Moi, j'ai commencé avec du thriller. Et je pense que j'ai gardé de ça, en fait, justement, pas tellement de codes, mais un mélange de genres, un mélange de codes. Et donc, je vais chercher partout à la fois quelque chose d'un peu ancien comme le conte, un peu presque onirique par moments, un petit peu poétique aussi, un petit peu évaporé, et puis des drames qui sont propres au polar ou au thriller, et où tout se resserre. Et donc, voilà, ça me permet d'être, en fait, à la limite de plein de genres et de plein de codes, sans qu'on arrive à classer vraiment où le roman peut être. Alors, je suis contente que vous disiez cela parce que j'aurais été bien en peine de trouver un classement approprié. Donc, tant mieux. Alors, je voudrais qu'on parle déjà, pour commencer, du personnage principal, hein. Votre roman s'intitule Madeleine avant l'aube. Alors, au départ, en tant que lecteur, en tout cas moi, en tant que lectrice, j'étais un peu désarçonnée parce qu'au départ, où est Madeleine? Qui est Madeleine? On ne sait pas ce qui se passe. On est dans ce village et ensuite arrive cet extraordinaire personnage et on va commencer à comprendre petit à petit quel trouble elle apporte, à la fois quelle joie extraordinaire et en même temps quel désordre quelque part est apporté par cette petite fille. Alors qu'est-ce que vous pouvez nous dire de cette petite Madeleine? Ah, alors, cette petite Madeleine, je cherchais moi un personnage en réaction à l'univers qu'on a un petit peu évoqué, que j'ai créé, qui est ce village qui sans doute depuis des siècles ne bouge pas. C'est-à-dire qu'on a des paysans qui travaillent la terre, qui survivent à grand-peine, il y a des maîtres, et tout ça ne change pas. Et je me suis dit, mais finalement, cet univers, c'est comme un bloc de glace, vous voyez. C'est tellement figé qu'à l'intérieur, il n'y a plus de mouvement. Hein, c'est-à-dire on ne peut pas changer les choses. Rien ne peut changer. Et comment faire changer ce bloc de glace? Ben, justement, en apportant, alors vous dites de la joie de cette petite Madeleine, moi je suis assez d'accord avec ça. Je dirais, voilà, sa fureur de vivre, sa chaleur. Et évidemment, la chaleur, ça va faire fondre la glace. Et je dirais, à la fois, ça permet de changer des choses, et puis à la fois, bah, la glace fond et tout change. Et donc, il y a de la perplexité, de la peur, du danger, voilà, plein de choses qui arrivent avec. Et Madeleine, c'est une petite fille, en fait, qui n'est pas du village, qui arrive, une espèce d'enfant sauvage, qui arrive, et donc, on en parlait au début, qui n'a pas les codes du village, n'a pas les codes de cette soumission des paysans, ces codes de la fatalité, parce que à chaque fois que quelque chose de terrible se passe, on se dira que c'est comme ça.
que c'est la vie. On connaît, hein, nous, hein. On est habitué à essayer de rationaliser en se disant, bon, ben, c'est la vie, c'est comme ça, on n'y peut rien. Et pourtant, Madeleine est là justement pour montrer que oui, on y peut quelque chose. Et alors, Madeleine est quelqu'un qui déboussole les relations entre individus par sa présence même. Elle, elle casse, vous le disiez en quelque sorte, elle fait, votre image, c'est de faire fondre la glace, mais ce qu'elle casse aussi, peut-être, ce sont des relations attendues entre différentes personnes, entre différents groupes de personnes, puisque elle, elle navigue entre les groupes où elle navigue d'un individu à un autre et on n'a pas, quelque part, on n'a pas pour elle un passé. On ne sait pas de qui elle est la fille, par exemple. Dans le village, on sait qui est l'enfant de qui. On a parfois des relations qui sont hantées sur une conception des rapports de pouvoir qui sont celles de générations précédentes, par exemple. Et on n'a pas du tout ça avec la petite Madeleine, avec cette créature qui est caractérisée, je pense, dès le départ par sa vivacité. Hein. Je pense que s'il y avait quelque chose qu'on pouvait signaler comme caractéristique, elle a une vivacité, elle veut s'échapper au départ, elle a un instinct, pardon, de survie, et c'est elle, au fond, qui va, pendant tout le roman, être celle qui, comme vous le disiez, ne fait pas ce qu'on attend forcément d'elle, mais en même temps qui, du coup, va relancer les choses, va reprogrammer les choses, va apporter de l'inattendu, de l'inédit, de manière, oui, parfois violente mais souvent aussi joyeuse. Oui, mais, effectivement, en fait, je me suis dit, euh, comment je vois autour de moi des jeunes, leur façon de fonctionner. En fait, on est dans des groupes d'amis, et à l'occasion d'une autre visio, j'expliquais, regardez, si vous êtes dans un groupe d'amis au lycée, par exemple, qui est constitué, admettons qu'une année, une rentrée, quelqu'un de nouveau arrive et rentre dans ce groupe. Tout votre fonctionnement habituel, routinisé finalement, sans qu'on s'en aperçoive, va commencer à changer parce que l'arrivée d'une nouvelle personne dans le groupe fait que certains vont se dire, ah, elle, je ne l'aime pas. D'autres vont se dire, tiens, elle est sympa, tiens, on a les mêmes goûts là-dessus, donc je vais passer plus de temps avec elle, et puis bah, ma meilleure amie d'avant va râler, et puis il y a un garçon à qui elle plaît, voilà, et tout change. Et en fait, c'est exactement la même chose. On apporte un élément étranger. Quand on dit la chaleur, la fureur de vivre, mais c'est aussi l'étranger qui arrive dans un groupe constitué et qui fait que forcément les équilibres basculent à ce moment-là. Il suffit d'une personne et on le voit nous au quotidien. On le voit voilà, dans les groupes d'amis, on le voit au travail, une nouvelle personne et énormément de choses changent. Donc Madeleine arrive de cette façon-là. Euh, Elle arrive aussi comme un miracle. Elle arrive dans une famille qui n'a pas eu d'enfant et qui ne peut pas en avoir et qui l'accueille malgré les conditions, parce que rappelons qu'on est dans des conditions de froid et de famine comme l'Europe en a connu il y a quelques centaines d'années et qui font que n'importe quelle arrivée d'une nouvelle bouche à nourrir relève de l'impossible, relève du sacrifice. Or, voilà, comme elle arrive comme un petit miracle, on la prend quand même. Mais ce faisant, évidemment, la fille d'une mère qui n'était pas mère qui arrive, mais on ne sait pas d'où elle vient, je suis assez d'accord. Mais elle est adoptée, elle devient la fille de l'une, elle devient la nièce de l'autre. Elle devient la cousine par adoption des trois fils d'Aïlis, et les trois fils d'Aïlis qui, eux, parlent d'elle en disant c'est notre frère. Parce que justement, dans cette sauvagerie qu'elle a et dans cette espèce de résilience qu'il lui a fallu pour surmonter ce qu'on ne peut qu'imaginer qu'elle a vécu avant d'arriver là, il fallait être solide. Et donc, ils la regardent plutôt comme leur petit frère que comme leur cousine. Euh, et donc, ça impacte forcément toutes les relations qu'il y a autour d'elle. Alors, on va revenir sur la violence, le froid, la faim, entre autres thèmes que vous avez abordés. Mais d'abord, nous avons la chance d'avoir avec nous Anne de Peuffieux, comédienne, qui va donc lire pour nous un premier extrait de votre roman.
Anne, bienvenue, on est ravis de vous avoir. Je suis ravie d'être là aussi, merci beaucoup. Et je pense que comme premier extrait, on peut aborder cet aspect dont vous avez parlé, du fait que Madeleine déboussole les relations dans ce village et l'état des choses. Voilà, donc ce sera un extrait qui démarre page 100. Voilà, j'attaque. Jamais Eugène ou ses fils ou moi n'avons tué de chevreuil. Nous avons braconné des lièvres et des oiseaux comme tout le monde, moins que tout le monde. Et nul n'ignore que si nous nous faisons prendre, nous nous en tirerons avec un dédommagement ou une bonne trempe, souvent les deux à la fois. D'une certaine façon, la punition vaut le risque. Mais un chevreuil, là, c'est autre chose. Nous le savons de père en fils ou de maison en maison, sans même se le dire. C'est presque inné. On ne touche pas aux bêtes du maître. Madeleine, elle, ne sait rien. Elle le fait. C'est tout. Madeleine dit j'ai faim et elle mange. Forcément, notre regard, les fils de Jeanne et moi, ce regard sur elle a changé. Car même si nous avons pleuré de joie en mâchant la viande dense du chevreuil, nous sommes conscients que c'était une folie et une erreur. Nous ne nous sommes pas rendus compte, nous ne nous en sommes rendus compte qu'après, à quel point. Avant, nous étions sous le choc, nous étions dans le mouvement, l'existence nous a embarqués. Peut-être le plus sage a été Germain, qui a commencé par tourner la tête pour ne plus voir le chevreuil mort et ne plus imaginer la chair à l'intérieur. Ensuite, tout est allé trop vite. Et Eugène, quand ses fils lui ont raconté, Eugène n'a pensé qu'à sauver Madeleine, qui ne lâcherait pas son gibier. Aider Madeleine, c'était l'aider avec le chevreuil. Si cela n'avait tenu qu'à lui, il aurait sans doute ordonné à ses fils de creuser un trou un peu plus grand pour y mettre l'animal entier, avec ses cuisseaux et ses rôtis. Il n'aurait pas pris le temps de le dépecer, pas pris le risque de le cuire. C'est là que tout a dérapé. Eugène ne sait pas bien d'où cela vient. C'est arrivé à l'instant où il nous a trouvés, Madeleine et moi, dans la forêt, et où la petite a levé sur lui son regard clair. À ce moment-là, il n'y avait plus de colère en elle, juste l'épuisement, comme une fourmi qui traîne une graine 2 fois plus grosse qu'elle. L'épuisement et pourtant l'allégresse. C'est cela que Jeanne a vu. Il n'a pas eu le cœur. Il a pris le chevreuil sur ses épaules et il l'a rapporté au monté. Il a eu pitié de Madeleine. Enfin, ce n'était pas ça, au fond. C'était beaucoup plus profond. Il a eu le souffle coupé par son audace. Il est tombé en admiration, même s'il savait qu'il ne fallait pas, surtout pas, qu'elle causerait leur perte. Mais c'était là. Il s'est vu, lui, à côté de la petite, avec la soumission imprimée dans ses gènes, et il a eu honte. Il a vu la hargne de Madeleine, ou le courage. C'était impossible d'envoyer ses fils enfouir la viande. Ça aurait été comme frapper au fouet un cheval qui s'est crevé tout le jour à finir son labour, comme noyer un chat qui vient d'échapper au remous d'une rivière. Et il n'a pas pu. Cela n'empêche ni les regrets, ni la peur, ni le festin. Merci Anne. Magnifique, oui, en effet. Quand on sent qu'on a les poils qui se dressent sur les avant-bras, c'est que la lecture est belle. Alors, Merci. c'est un bel extrait aussi, dans la mesure où il nous remet face à un certain nombre de thèmes que nous venons d'évoquer. Et on voit bien, je pense, dans ce passage, cette étrangeté de Madeleine, ce côté force irrésistible qu'elle a. Oui, alors j'ai besoin qu'elle soit comme ça, et je sais que pour une petite fille de son âge, elle va voguer pendant le roman sans doute entre 6 et 14 ans, hein. C'est énorme. Mais ce que vous avez dit au départ, c'est un conte, donc on est d'accord avec ça. On est d'accord avec le fait qu'elle est presque surhumaine dans ses convictions qui sont pas formalisées d'ailleurs. Et, mais il fallait un personnage comme ça
à la mesure de la fixité qu'il y a en face pour pouvoir bousculer un petit peu les choses. Donc il faut que face à l'inertie, moi j'ai un ouragan, c'est une petite tornade, Madeleine. Donc elle arrive comme ça, elle restera comme ça jusqu'au bout. Et, mais là, vous avez raison, c'est de dire ça traverse beaucoup de thèmes qu'on a évoqués déjà et surtout, je trouve, des thèmes, bien sûr, on devine hein, que c'est un roman qui se passe il y a longtemps, même si ce n'est jamais dit. Mais ça fait écho à plein de choses, évidemment, de l'Ancien Régime. Euh, En revanche, il y a des thèmes à l'intérieur qui sont tellement actuels que je pense que c'est pour ça aussi que c'était important de ne pas le dater. Et là, on commence à les retrouver énormément. Et le passage du chevreuil que vous avez choisi, c'est intéressant parce que le chevreuil, c'est la viande. C'est une époque où on ne mange quasiment pas de viande. La viande, c'est pour les riches. Et donc, il y a même cette rumeur que sans doute le cheval des maîtres mange de la viande au château, mais pas eux, pas les paysans. Et j'ai écrit ça aussi en écho, par exemple, au fait que en France, il y a 6 mois ou un an, plus des supermarchés ont commencé à mettre des antivols sur la viande parce que les gens ont de moins en moins de pouvoir d'achat et que les gens ont commencé, dans des proportions beaucoup plus importantes, à voler la viande. Et je me suis dit, mais voilà, en fait, on est dans le même schéma. On est dans la misère, on est dans la domination des riches sur les pauvres, et on est dans l'accès à la viande qui signifie symboliquement, qui signifie beaucoup en termes de nourriture. Donc, euh, moi, ma petite héroïne, finalement, est intemporelle. Et c'est ça, c'est cette dimension-là que je voulais lui donner, qu'on se retrouve en disant, mais oui, finalement, euh, Madeleine, ça pourrait être nous encore aujourd'hui. Et alors, il y a des autres aspects intemporels qui se devinent déjà dans ce passage. C'est la présence de la violence, je crois, Mm. et une double violence. La violence, évidemment, du chevreuil tué, dépecé, etc., mais aussi derrière et beaucoup plus inquiétante, la présence du maître. Mm. Alors, je ne sais pas si Oui. vous voulez dire quelques mots de la présence du maître et de tout ce qui découle d'ailleurs du maître. Oui, ben c'est historiquement, parce que historiquement, mon roman est basé sur des faits, sinon réels, en tout cas crédibles, hein. C'est-à-dire que le climat est une réalité de cette époque que moi j'ai en tête et que je n'ai pas donnée. Et disons, la structure féodale est un peu antérieure, mais se pérennise énormément. Euh, et oui, on est dans une configuration vraiment du maître et de l'esclave, où l'esclave n'a surtout pas la, la moindre brèche pour pouvoir changer, pour pouvoir évoluer. Et donc il y a cette présence des maîtres, cette présence de la domination qui se fait à tous les niveaux, mais que d'une certaine façon, puisqu'on parle de ça encore effectivement, on retrouve aujourd'hui encore, si vous voulez, les maîtres bon, évidemment, prennent une partie des récoltes. Les maîtres prennent les femmes si ça leur plaît. Et les maîtres ont tout permis. Dans ma région, il y a quelques années déjà, mais il y avait eu un peu de pataquès parce que lors d'une chasse à courre, des gens étaient passés dans des champs qui n'étaient pas encore fauchés, sur des cultures tardives. Et donc, et on sent qu'à ce moment-là, ça remonte ça de ces temps où on pouvait traverser les champs des gueux, hein, des paysans, parce qu'on avait le droit, parce qu'on était les maîtres, et puis de quelque chose qui perdure de temps en temps de ça, même si ça reste accidentel aujourd'hui, mais voilà, tout remonte à ce moment-là. Et donc je pense qu'on est vraiment dans plein d'exemples de domination qu'on ne perçoit plus nous, mais si on transfigure Madeleine à l'époque actuelle, en fait, on est dedans. On est dans quelque chose de très très proche. Et là, vous avez fait allusion aussi à ce grand froid et à cette pauvreté, à une époque qui ressemble à des époques historiques, mais qui n'est pas forcément précisément située, en tout cas dans le roman. Vous aviez peut-être quelque chose en tête vous-même. Mais ça donne aussi un rapport, je pense, à la terre, à la culture, quelque chose que nous sommes
conduit à réapprendre peut-être pour d'autres raisons de nos jours, hein, avec Mhm. les menaces de changement climatique et de réchauffement, l'idée de se dire quel rapport est-ce qu'on a, qu'est-ce que la Terre va nous donner et comment peut-on réguler son rapport à la Terre. Oui, il y a plusieurs choses qui sont passionnantes autour de ça. Euh, alors, à l'époque, non. Mais aujourd'hui, il y a quelque chose en plus qui est de se dire euh, la nature remet l'homme à sa place. Elle l'a toujours fait. Mais à l'époque de Madeleine, encore une fois, c'est comme ça et on n'en a jamais douté. Je pense que la différence aujourd'hui, c'est cette conviction que l'homme est au centre du monde et que la nature est asservie et on se rend compte qu'il n'en est absolument rien. Et que quand la nature s'emballe, la nature s'emballe. C'est-à-dire que là, on ne peut rien faire. On ne peut pas envoyer l'armée, on ne peut pas envoyer un super commissaire, on peut pas, voilà, on peut juste attendre que ça passe. On peut essayer d'éviter d'aggraver quelque chose. Mais, euh, mais c'est, oui, à l'époque de Madeleine, enfin, on est à l'époque supposée de Madeleine, on est dans ce que les historiens appellent une petite ère glaciaire encore, hein. Donc il y avait eu des centaines d'années de climat trop froid. Et ce qui est intéressant, je trouve, c'est que les jeunes en France ont vu dans Madeleine justement une alerte, une vigilance, un questionnement sur le changement climatique en disant c'est l'inverse d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on serait dans un réchauffement. Avant, on était dans une période un petit peu glacée. Mais pourtant, ça parle de la même chose. Ça parle de la nature qui s'emballe et de ce qu'on peut faire en face. Et je vois que certains de ces jeunes ont commencé à lire Madeleine en se disant, mais quand c'est? Et certains se sont dit, mais c'est dans 50 ou 100 ans, quand la société se sera effondrée. Et ça, c'est vraiment intéressant. D'où l'intérêt de ne pas le situer, parce que cette vigilance au changement climatique, à ce qui se passe sur la planète, à ce qui se passe dans l'air, fait qu'on voit que c'est dans nos têtes et encore une fois, on le transfigure en se disant, mais finalement, est-ce que c'est vieux ou est-ce que ça va revenir? Et on peut se poser la question de tout comme ça. Est-ce que la famine peut revenir un jour avec ce changement climatique. À l'inverse, enfin, on voit que en France, par exemple, beaucoup de coopératives vinicoles, enfin, beaucoup de vignerons sont en train d'explorer les terres beaucoup plus au nord de la Bretagne et, si j'ai bien compris, certaines terres de la Grande-Bretagne où on commencerait à planter. Parce qu'on suppose qu'il va faire trop chaud plus au sud et qu'il va falloir déplacer les vignes. Donc voilà. Sinon, il n'y a plus de vin. Et ces questions-là, on peut se les poser à partir de Madeleine et du rapport à la nature que ça suppose, c'est-à-dire on ne peut rien faire, que s'adapter. Alors, je confirme en passant qu'il y a maintenant du vin et même de l'excellent vin en Angleterre, chose qu'on n'aurait pas pu dire il y a un demi-siècle, par exemple. Alors, je voudrais qu'on parle de quelque chose là aussi qui transparaît, me semble-t-il, dans un des aspects de l'extrait lu par Anne, c'est des relations entre les sexes dans ce roman. Ils sont à la fois parfois très simples et parfois très compliqués. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Euh, alors que sans doute de tout temps, il en a été comme ça. C'est toujours simple, mais c'est toujours compliqué. C'est Alors, il y a les relations familiales d'abord, et puis les relations ensuite amoureuses aussi à l'intérieur. Les relations familiales, euh, enfin, toutes les relations, quelles qu'elles soient, posent la question, pareil, qui résonne énormément aujourd'hui, il me semble, de la place des filles et de la place des femmes. Euh, mais moi, je tiens à ce qu'on dise que le roman pose aussi la question de la place des hommes au sens où il ne veut pas seulement dire que c'est difficile, par exemple, d'être une femme, parce que dès le début, le roman le dit, hein, quand Ambre et Aélis sont nées, les jumelles, c'est une catastrophe pour les parents, parce que non seulement c'est une fille, mais en plus elles sont deux. Alors bon, c'est jamais bon d'avoir des filles.
parce que elles travaillent moins, elles sont moins solides, il va falloir les marier, il va falloir apporter quelque chose pour les marier. Enfin, ça veut dire qu'on paye quasiment pour s'en débarrasser. Donc il y a quelque chose de la difficulté dès le départ d'être une fille. Euh, et après, on le voit à travers Eugène notamment, c'est aussi difficile d'être un homme. Et un petit peu ce que laissent percevoir certains des fils d'Eugène aussi. Et ça, c'est vraiment un écho à ce que j'ai rencontré aujourd'hui aussi chez des jeunes hommes de 25-30 ans avec qui je discute régulièrement, y compris dans ma famille, et qui me disaient qu'ils trouvaient que c'était compliqué aujourd'hui. Parce qu'il y a, vous savez, tout ce mouvement MeToo, ce mouvement féministe d'alerte sur les violences faites aux femmes, donc ils m'ont dit, il faut faire attention presque tout le temps, c'est-à-dire qu'il y a des gestes ou des sourires ou des regards qui ne voulaient rien dire ou quasiment il y a 10 ans et aujourd'hui on nous dit attention. Ouais. Mais à côté de ça, il m'explique, mais quand on va au restaurant, ma copine attend toujours que ce soit moi qui offre le restaurant parce que je suis l'homme. Si on part en vacances, c'est moi qui dois l'inviter parce que je suis l'homme. Et elle attend que je travaille et que j'ai un bon métier parce qu'il va falloir entretenir ma famille, acheter la maison. Et ça, quasiment, c'est nous, mais c'est moi le pilier. Et il y a cette difficulté, vous voyez, on dit, il faut arrêter d'être des hommes machos, caricaturaux, mais il faut rester le maître du foyer ou en tout cas le pilier du foyer. Et donc, c'est trop difficile des deux côtés. C'est pour ça que le roman montre aussi cette espèce de fragilité qu'il y a dans le statut des hommes. Vous savez, c'est ce qu'on dit, les garçons, ça n'a pas le droit de pleurer. T'es un garçon, tu ne pleures pas. T'es fort, tu te relèves et tu repars. Mais c'est pas si facile. Et puis les femmes, euh, bon, moi j'ai une tendresse particulière pour ces femmes aussi, enfin ces femmes dans le livre, que ce soit les jumelles ou Madeleine ou Rose, l'ancienne. Euh, Moi ce qui m'émeut énormément, c'est justement l'alliance de la fragilité et de la force. C'est-à-dire les femmes ont une fragilité, qu'on le veuille ou non, hein, qui est physique. Euh, nous sommes moins fortes. Ça peut nous mettre de mauvaise humeur, mais c'est comme ça. Physiquement, on a moins de muscles, on a moins de masse musculaire, par exemple, mais elles le savent. Et derrière, peut-être que j'allais dire par résilience, c'est pas ça, mais pour compenser, elles ont développé une force autre qui est dans la résistance, pas dans la force brute à l'instant T, mais dans la résistance dans le temps et dans la force de conviction. Parce qu'elles ont sans doute quelque chose de plus que les hommes de plus proches, c'est que les femmes en permanence se battent pour leurs enfants. Les hommes se battent aussi pour eux, mais les femmes les ont portés, les ont eus dans les bras, les ont nourris. Il y a un rapport sans doute beaucoup plus, enfin, plus intime, plus viscéral entre les mères et les enfants. Et donc les mères ont la force pour leurs enfants, qui fait que voilà, toutes les relations entre les sexes, finalement, il y a des forces et des fragilités des deux côtés. Et elles se tournent autour, elles se compensent, elles s'équilibrent, elles prennent le pas l'une sur l'autre, et puis ça revient. C'est un jeu permanent, finalement. Alors, je crois qu'on le sent très bien, effectivement, dans votre roman, avec des moments de fragilité des uns et des autres, ou de grande force, avec un homme qui peut être fort, mais avoir du mal à assumer une relation paternelle, ou une femme qui peut être âgée et physiquement faible, et qui pourtant a une force de caractère hors du commun. Alors, on va passer la parole de nouveau à Anne pour un deuxième extrait. Pardon. Alors, bien, j'ai envie de parler d'amour, parce qu'il y en a dans le roman beaucoup. Oui, absolument. C'est un extrait qui commence page 29. Ambre est la sœur d'Aélis et la belle-sœur d'Eugène. Ambre est celle qui a eu le moins de chance parce que son mari, Léon, je cherche les mots encore une fois et je ne les trouve pas, peut-être parce qu'en la voyant si belle et son sourire à s'évanouir, je me dis qu'elle ne méritait pas cet homme-là et que n'en pas parler le fera disparaître peu à peu. Mais Léon est bien là. Et Ambre nous attend pour parfois ces seules paroles de la journée, cette seule tendresse, quelques instants à l'aube et quelques instants au coucher du soleil. Ces moments, je les connais par cœur. Ils ont une douceur qui me chavire, et pourtant cela fait des années que je m'assieds un peu plus loin
en faisant mine de ne pas regarder Ambre et de ne pas regarder Eugène. Et je ne me lasse pas de ce qui vibre dans l'air. Ah oui, Léon, le mari d'Ambre, est un ivrogne et un salaud. Chacun de ces matins, Ambre tente une poignée d'herbe quand passe le grand cheval qui s'arrête. Eugène s'immobilise à son tour, et moi aussi dans ses jambes, et ensuite je recule. Je m'efface, je me remplis d'eux. Il parle peu, les mots sont lents. Non qu'il ne soit pas pressé, mais ce pays est ainsi. On prend le temps. Cela repose le dos, les jambes, les bras, l'espace d'un instant. Ils ne se regardent pas, Ambre et Eugène. Pas vraiment. Ils observent l'horizon. Moins face à face que côte à côte. Car ce qui les relie s'ouvre sous leurs yeux. La terre d'ici, ses champs cultivés et ses forêts épaisses. Le soleil qui se lève et fait dans le ciel des auréoles jaunes et oranges déjà tièdes. Ils savent, sans les voir, que les villageois plus bas se préparent comme eux pour la journée. Une vingtaine de maisons agglutinées le long d'un sentier caillouteux que le pas des bœufs et des chevaux a tassé depuis des siècles. Eux, Ambre et Eugène, avec leurs deux petites fermes sur les hauteurs qui offrent des vues magiques, qui prennent le vent de plein fouet les jours de tempête, à l'écart du monde et pourtant si proches. Eux vivent là en retrait, héritiers de la découverte d'une source qui a permis la construction des montées. Il y en a plusieurs, de ces maisons esselées dispersées au bon vouloir de l'eau, avec des terres plus grandes qu'au village, des chiens que l'on entend moins et moins de promiscuité. Il y en a aux quatre points cardinaux de ces bâtiments tranquilles qui forment autour du village de la foi une ceinture de toits de vieux chaumes. Entre soi, on ne se voit pas, mais on sait que les autres sont là. Et Eugène et Ambre, en contemplant le village invisible, s'épient du coin de l'œil, du coin de la voix, sans se fixer, tout droit, car ce serait trop difficile après, trop difficile de s'en aller, juste s'entendre, se deviner. Et ces mots toujours qui ne se disent pas, même si moi, je les sens courir dans mon dos et frissonner à mes lèvres. Puisqu'il a fallu rester, pense Eugène. Pourquoi l'existence a pris ce chemin-là? Si Aélis et Ambre sont les mêmes, pourquoi le sort lui a attribué la mauvaise part? Depuis des années que les réponses s'esquivent, c'est ainsi. Voilà tout. Merci Anne Mhm. de ce très beau choix. Moi, j'ai une autre question pour vous, Sandrine Colette, et qui m'a travaillé pendant tout le roman. C'est celle du choix des prénoms des personnages, parce qu'il y a un éventail très large qui contribue un peu à brouiller les pistes. Puis il y a des prénoms qui font, on dirait prénoms de grand-mère, hein, les Roses, les Léons, etc. Et après, Aïlis, qui est un prénom qui fait beaucoup plus prénom rêvé, prénom de conte, Eugène, Bran. D'où viennent tous ces prénoms? Comment les avez-vous trouvés? Alors, ben, le choix des prénoms, c'est quelque chose qui me prend énormément de temps. Donc, c'est intéressant que vous demandiez parce que je dirais que je ne peux pas commencer l'écriture d'un roman sans avoir les prénoms de mes personnages. Vous savez, il y a des auteurs qui écrivent avec des prénoms provisoires en se disant je les changerai après. Et moi, je ne peux pas. Ça veut dire qu'il faut que je trouve le prénom qui va résonner, qui va incarner exactement le personnage auquel je pense. Et donc, je fais défiler des centaines de calendriers sur Internet et je tape, je sais pas, prénom court, prénom ancien, prénom mythologique, prénom biblique, prénom, tout ce que je peux imaginer. Et c'est assez curieux, il y a un moment où en lisant, enfin en tombant sur un prénom, on se dit, ah, celui-là. Et je le mets dans une liste. Et puis je vais choisir comme ça. Alors, Aélis, en l'occurrence, c'est un vieux prénom qui existait au Moyen Âge. Donc ça allait assez bien parce que justement, on le connaît mal, ce prénom. Il peut faire très, très onirique, très inventé, et pourtant je sais qu'il est ancré dans l'histoire. Mais ensuite, si vous voulez, il y a aussi des moments où, ne sachant plus comment trouver un prénom, on parlait de Bran ou de Bran. C'est
c'est le nom d'un hameau à quelques kilomètres de chez moi. Voilà. Et en voyant le panneau en passant, je me suis dit, ah, ça pourrait faire un prénom sympa pour mon narrateur, donc je le prends. Et une fois que le livre a été publié, quelqu'un m'a dit, mais est-ce que ça a à voir? Parce que c'est un des piliers fondateurs, Bran, de Game of Thrones. Alors, moi qui n'ai pas vu, pas lu, rien, je ne le savais pas. Donc, il y a aussi plein de gens qui se disent, ah, ça a un rapport avec ce personnage fondateur qui disparaît assez vite. Et puis, il y a une projection dans la fantaisie ou quelque chose, euh, en fait, qui est loin, loin de la façon dont ça s'est passé, mais c'est assez drôle parce que les gens vous prêtent des intentions aussi qui ne sont pas toujours là. Mais voilà, comme c'est un roman au départ, dans une première version que j'avais datée, enfin, il y avait une date pour donner un repère que j'ai enlevé ensuite, j'avais fait attention de prendre des prénoms qui étaient plutôt des prénoms à consonance ancienne. Mais ça me prend des heures pour les trouver. Et l'orthographe de Madeleine, qui est inattendue. Alors, l'orthographe de Madeleine, ça fait partie des explications justement sur lesquelles les lecteurs très souvent projettent des attentes incroyables en se disant que l'auteur a dû vouloir transmettre quelque chose, voire une symbolique différente et compagnie. L'explication, c'est beaucoup plus désacralisant parce que tout simplement, ma meilleure amie a une petite fille qui s'appelle Madeleine et ma meilleure amie sait ce que j'écris. Donc, elle sait que à mes personnages, il va arriver des choses absolument terribles. Et quand on en discutait un jour, elle m'a dit, il est hors de question que tu donnes le prénom de ma petite fille à un de tes personnages, vu ce qui va lui arriver. Donc, fais quelque chose, change. Euh, et, et comme je vous expliquais, moi, quand j'ai trouvé le prénom, je trouve qu'il incarne absolument le personnage que j'ai en tête. Donc, ça me chagrinait énormément de changer le nom de Madeleine. Et je lui ai proposé de changer une lettre pour que ça ne soit plus sa petite fille. Elle m'a dit, d'accord. Donc, Madeleine avec un A, c'est uniquement ce hasard, je dirais, très anecdotique. Et finalement, ça lui donne quelque chose d'une douceur, parce que ça s'écrit comme de la laine après. La douceur, malgré sa sauvagerie, enfin, ça lui va parfaitement, et ça, c'est le hasard. Le Oui, hasard. et la presque étrangeté aussi. On se dit, mais Hmm. pourquoi? Et là encore, enfin, ce personnage qui n'est pas tout à fait ordinaire ou pas ordinaire du tout, je pense que c'est un, oui, un bel hasard, on va dire. Exactement, qui n'était pas réfléchi au départ. Et alors justement, je suis contente que vous nous parliez un petit peu de votre atelier d'écriture, si je puis l'appeler ainsi, hein, des listes de prénoms que vous consultez sur Internet. Je voulais justement qu'on évoque la manière dont vous avez écrit ce roman. Qu'est-ce que vous saviez avant de l'écrire? Est-ce que vous aviez une intrigue en tête? Est-ce que vous vouliez parler de personnages? Est-ce que c'était une époque? Qu'est-ce qui a été le moteur et qu'est-ce qui s'est développé en cours de route? Euh, alors je dirais le déclencheur, parce qu'on cherche toujours un déclencheur pour un roman, hein. Je pense que moi, c'est l'exercice le plus difficile que j'ai fait, le roman, euh, parce que je me suis rendu compte qu'on partait de rien du tout, c'est-à-dire qu'on n'a même pas une idée. Et vous voyez, je suis resté longtemps à l'université, et l'avantage, c'est qu'on avait toujours un sujet à traiter. Hein, les enseignants vous donnent toujours un thème, quelque chose. Donc, on ne part pas de rien finalement. Un roman, on part de zéro. C'est-à-dire que il peut se passer des mois avant de trouver une idée. Et en l'occurrence, bon, c'est toujours, on en a parlé là récemment, mais toujours le hasard. Alors, qui n'est jamais du hasard, mais le fait qu'on est à l'écoute de plein de choses. Moi, je me sens comme une éponge, hein, c'est-à-dire que je prends tout ce qui se passe autour de moi, tout ce que je peux lire, entendre des journaux, mais surtout des gens autour de moi, du vivant, si vous voulez. Là, en l'occurrence, le hasard a fait que je suis tombée sur des articles, un grand article sur ce qu'on a appelé en France le grand hiver, et qui est ce phénomène climatique de grand froid suivi d'été pluvieux, à nouveau du grand froid, qui a fait que en France, à une époque où au moins 90% de la France est rurale, comme partout d'ailleurs, hum, la- les mauvaises récoltes, ça signifie automatiquement qu'il va y avoir des famines.
Et donc, on meurt de faim, littéralement, pendant l'année qui suit, pendant les 2 années qui suivent. Et en lisant les travaux des historiens qui vont chercher, qui retrouvent des écrits, des témoignages, la façon dont c'est revenir à l'humain, la façon dont, en quelques traits, parce que c'est pas ça qui les intéresse le plus, ils expliquent comment les gens ont essayé de survivre. Je me suis dit, mais c'est éminemment romanesque, et je veux écrire là-dessus. Je donne un exemple, par exemple, un historien euh, trouve un vieil écrit ou quelque chose des notables, du curé, de ce que vous voulez, en disant les gens sont montés sur leur toit, enlever des tuiles pour les piler, pour faire de la poudre de tuiles, pour mélanger à la farine, pour faire du pain, pour que le pain soit plus dense, vous voyez, pour qu'il tienne au corps. Et évidemment, les plus faibles qui ont mangé ce pain, enfin tout le monde a été malade, mais les plus faibles meurent. Moi, je me suis dit, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est qu'on est prêt à tout, y compris à mourir, plutôt que de mourir de faim. Mourir de faim, en fait, c'est pas humain, on n'arrive pas à se résoudre à ça. Et donc, j'ai eu envie d'écrire là-dessus. Donc, il y a une atmosphère. Ensuite, il faut trouver une histoire. Donc voilà, tout ça, ça vient par petits bouts. Je dirais, ça vient quand on ne s'en occupe pas. C'est-à-dire, je me mets pas à une table en me disant, bon, qu'est-ce que je fais maintenant? Je vais dans les bois, je vais me promener, je vais faire d'autres choses. Et puis je sais que ça tourne, ça tourne. Et il y a des petites choses qui s'agglomèrent de jour en jour. Je prends des notes sur un carnet. Ce qui fait qu'au moment où je commence à écrire, comme vous demandiez, je sais quasiment tout. Je sais le début, je connais la fin, je connais l'atmosphère, j'ai quasiment tous mes personnages et j'ai quelques événements intermédiaires pour créer des surprises, pour créer du drame, pour que on ait envie de continuer à lire. Et ensuite, il suffit de remplir, hein. Et il suffit aussi de se dire, si en cours de route, je trouve mieux, évidemment, je m'autorise à changer. Mais au moment où je commence à écrire, je connais déjà tout. C'est ce qui me permet de donner un fil, même si on fait des détours, mais qu'il y ait un fil, une tension, parce que je sais où ça s'arrête. Merci, c'est une belle explication. On va écouter un dernier petit extrait par Anne avant qu'on entame la toute dernière partie de notre conversation qui est passionnante. Je vous en remercie. Anne, à vous. Donc, un dernier extrait, page 198, sur le, le poids du destin, effectivement, la nature et tout ça, tout ça. C'est un printemps trompeur, doux, presque chaud, qui vient trop tôt après les chagrins. En fin de journée, Germain s'assied au bord d'une parcelle avec Madeleine et Mayol. Leurs fronts ruissellent, ils se sentent bien. Et puis les souvenirs s'en mêlent et le bonheur s'estompe. Le bonheur qui n'est jamais total et jamais très long. Ils se demandent ce qui se passera quand ils auront planté leur champ tiède, ce qui viendra de mauvais pour équilibrer le monde, puisqu'une belle chose s'accompagne toujours d'une laide, et cela recommence. Ils ne peuvent pas s'empêcher de craindre, même Madeleine qui n'a peur de rien, qui rendra coup pour coup au destin. Mais ce qui doit advenir, adviendra. Ce printemps, ils s'en méfient. Ça fait des mines, ça virevolte, ça s'emballe, ça ne prévient pas. Un jour, tout s'écroule. Un jour de gel, un jour de guerre, un jour de mort. On ne peut pas faire confiance à la vie. Les anciens transmettent de génération en génération la mémoire de la peste, qui a tué un homme sur trois lors de la grande épidémie. Il a suffi d'un navire et de rats infectés. Cela a commencé en été, en juillet. Le mois d'avant, personne ne connaissait la maladie. Personne n'aurait pu prédire ce qui allait arriver. Toute leur existence se cale sur cette incertitude. Il n'y a pas de lendemains infaillibles. Madeleine surveille la douceur de l'air, le sens du vent, la couleur des nuages dans le ciel. Si elle le pouvait, elle couvrait leurs champs comme couvent les poules, bras écartés pour les protéger. Elle les rassemblerait sous elle s'assiérait sur les jeunes pousses pour les garder du gel. Il faut juste espérer. Il faut s'en remettre à... C'est difficile. Ils se défient de tout. Ils ne croient qu'en leurs mains, et les mains parfois n'y peuvent rien.
Par moments, quand l'appréhension les gagne, ils courent à l'église, l'église qui les condamne, parce que tout cela, la faim, le froid, les moissons gâtées, tout le malheur, enfin, c'est à cause d'eux, les hommes récoltent ce qu'ils sèment. Et Madeleine crie en silence que ce n'est pas vrai. Elle le sait si bien. Il n'y a pas de lien entre ce qu'ils plantent et ce qu'ils reçoivent. Ils y ont mis tout leur cœur, et leur cœur, on le leur crève. Madeleine dit qu'elle ne retournera pas à l'église. Ambre l'oblige. Par ces temps-là, il n'est pas question de se faire montrer du doigt. De toute façon, ce n'est pas par là que la suite du malheur arrive. Mais tous l'ignorent encore. Merci Anne. Merci. Là encore, un très beau choix de scène avec ces personnages sous la coupe d'une forme de fatalité, d'une fatalité qui est à la fois, je crois qu'on l'aperçoit ici, à la fois sociale et contextuelle, hein, cette nature qui les accable et en même temps une société qui ne fait qu'aggraver c'est le poids de ces inégalités. Je vais y arriver. Oui, c'est quelque chose qu'on qu'on connaît assez bien, qui est toujours, quand on y réfléchit, étonnant. C'est ce qu'on appelle aussi de la violence symbolique. C'est le fait que les classes dominées consentent à leur propre domination. Et ça, c'est vraiment le tour de force, des élites, hein. C'est que les autres admettent que leur place, qu'ils sont à leur place, dans cette place dominée. Euh, Donc, c'est se dire que implicitement, hein, qu'on ne mérite pas mieux, que c'est ainsi, voilà, que la vie est comme ça de toute façon. C'est une capacité à réduire soi-même son champ des possibles, à se censurer soi-même. On le retrouve à tous les niveaux. Aujourd'hui, par exemple, des enfants de classe modeste, de classe ouvrière encore, euh, qui se disent et à qui leurs parents disent, les études, ce n'est pas pour toi, hein. Il faut aller travailler. Euh, Moi, j'ai dans ma famille des, un garagiste qui a dit à ses enfants, euh, je ne sais même pas si c'est la peine d'aller passer le bac, vous faites un CAP, vous allez travailler. Il a une fille qui est devenue orthophoniste, qui est sa grande fierté aujourd'hui, mais pendant toutes ses études, il lui a dit, mais à quoi ça sert? Enfin, c'est long, tu nous coûtes cher, elle a dû partir pour aller étudier, et il lui dit, et à quoi ça va servir tout ça? Il a fallu des années pour qu'il admette qu'elle a réussi quelque chose. Donc ça existe toujours, cette espèce de, oui, d'autocensure en se disant, non, cela n'est pas fait pour nous. Donc la nature, effectivement, euh, vous oblige. Mais le poids de la société, on le sait très bien, on le voit absolument partout, le poids de la société surtout, hein. Dès que nous mettons quelque chose de notre environnement sociétal, familial, amical en danger, le groupe vient vous chercher en disant non, le groupe vient vous chercher pour rentrer dans le rang. Et de temps en temps, il y a ces éléments qui ne veulent pas rentrer dans le rang et on a ce qu'on appelle les trajectoires marginales, hein, d'une classe sociale souvent euh, qui sont les seuls à même sans doute de faire avancer quelque chose, de faire bouger quelque chose. Mais ça veut dire qu'il faut s'extirper du poids de la société. Et la société, c'est ça le plus incroyable, c'est que dominant comme dominé, tout le monde est d'accord pour que ça continue de la même façon. Presque tout le monde, heureusement. Alors, presque tout le monde, mais pas tout le monde, c'est ce que montre aussi votre roman. Est-ce que vous pensez qu'il pourrait y avoir une suite à ce roman? Alors, je ne sais pas. En tout cas, c'est vrai que il y a une fin ouverte, il y a une fin, mais elle ne ferme pas toutes les portes. Euh, Sans doute parce que, alors, moi-même, je lis beaucoup, et quand je me trouve face à une fin comme celle de Madeleine, euh, ça m'énerve profondément, parce que je n'ai pas toutes les réponses. Et je me dis souvent, mais allez, non, enfin, et là, et lui, et elle, et après, enfin, mais je me rends compte, une semaine après, 15 jours après, que je pense encore à ce livre-là. Et c'est pour ça que je me dis,
laisser plein de choses en suspens, laisser des choses en interrogation pour le lecteur, c'est ce qui permet aussi que le livre continue à tourner dans votre tête une fois que vous avez fermé la dernière page, donc je continue. Euh, mais ça ne veut pas dire que j'ai une idée de suite. En tout cas, aujourd'hui, je n'en ai pas. Donc bien sûr, il y a une possibilité technique. Je veux dire, par exemple, tout le monde n'est pas mort à la fin, on peut le dire. Hein, ça se passe mal, mais il reste des gens qui font que on pourrait imaginer une suite. Je me méfie énormément des suites, vous savez, on sait qu'en général, elles sont moins bonnes. Et donc, la suite, en tant que suite, moi, je me l'interdis. En revanche, si j'avais une idée d'une autre histoire avec certains personnages qui sont là dans Madeleine avant l'aube, je ferais bien Madeleine après l'aube, mais je ne le ferai pas avant d'avoir une idée qui fasse que je n'écris pas une suite, justement, mais vraiment une nouvelle histoire. Et j'ai une dernière question pour vous. Parmi nos spectateurs et auditeurs, il y a un certain nombre d'étudiants qui ont peut-être aussi des envies d'écriture. Est-ce que vous avez un conseil à donner à un futur ou une future jeune romancière ou jeune romancier? Un conseil, c'est euh, il y en a au moins en tout cas deux. Le premier qui est très court, c'est de ne pas se presser. Parce que on voit bien que quand on écrit un texte, même un très court texte, donc les étudiants dont vous parlez, je suis convaincue que déjà aujourd'hui ils écrivent. Ils écrivent des nouvelles, un chapitre, une séquence, pas forcément un roman entier parce que c'est compliqué. Euh, Prenez votre texte et oubliez-le pendant quelques mois et reprenez-le. Moi, ça m'est arrivé souvent et en redécouvrant son texte, parce que sinon on l'a trop en tête, on se rend compte de, de tout ce qui ne va pas. Et je pense qu'il faut prendre du temps, il faut avoir de la maturité dans l'écriture, voilà, il faut pas se presser. Et la deuxième chose, alors qu'il y a un conseil qui, moi, me convient bien, je ne sais pas si tout le monde est pareil, sans doute pas, c'est que euh, inventez d'abord une histoire entière. Je me suis rendu compte trop de fois que j'avais une idée absolument géniale. Et donc, je me lançais dans l'écriture. Et puis, au bout de 20 pages, j'avais écrit cette idée et je m'arrêtais. J'avais écrit un livre de 20 pages parce que c'était formidable, mais c'était une scène. Ce n'était pas une histoire entière. Et je crois que euh, j'ai rencontré quelques étudiants qui m'ont dit, moi, je veux écrire, j'aime écrire, mais j'y arrive pas. Et je pense que c'est parce qu'il faut d'abord imaginer une histoire et ensuite l'écrire que partir sur un petit bout d'histoire qui va s'avérer être finalement juste un petit bout. Merci Sandrine Colette de ces conseils qui seront précieux sans doute pour certains. Merci surtout de toute cette conversation qui a été absolument passionnante et aussi des bonheurs de lecture que vous avez donnés à tous ceux et à toutes celles qui ont eu entre les mains Madeleine avant l'aube. Eh ben, un grand merci à vous. En tout cas, c'était un plaisir.